va fonctionner. Rien n'est moins sûr. Donc, déjà, si je fais les choses à l'envers, ça ne va pas le faire. Alors, pourquoi j'insiste sur ces points-là? C'est parce que, d'expérience, moi, je me suis retrouvé sur le système Linux et j'ai été obligé, face à des soucis, à des problèmes du quotidien, de comprendre ce que j'explique là. Que l'on peut ne pas savoir, on peut vivre sur le système sans savoir ça, mais le jour où il y a des problèmes, eh ben, vous êtes tenu, si vous voulez, de fouiller de ce côté-là et de vous poser certaines questions. On verra peut-être aussi la commande source, éventuellement, même si on l'a déjà vu un peu. Hein, source. Donc, PS, les jobs, c'est quoi les jobs? Alors, il y a une vidéo complète sur les jobs, je vous conseille de la regarder sur ma chaîne YouTube. Les droits Unix, de façon à ce qu'on déblaye ce problème, parce que ça peut être un problème. La commande su et su-, le path, et puis éventuellement la commande source si on a un peu de temps. Donc, voilà, PS. Alors, PS, c'est une commande qui permet de voir les processus qui tournent sur la machine. Et ici, c'est dans mon terminal. Dans mon terminal, j'ai bash et la commande PS qui vient de s'exécuter. Donc souvent, par effet de bord, la commande PS se voit elle-même dans les processus. Bon, c'est pas complètement idiot parce qu'au moment où vous la lancez, vous invoquez PS, elle existe, donc elle va apparaître dans la table des processus que PS va consulter juste un peu après. Et elle va donc se trouver dedans. Vous voyez qu'on voit PS. Non. Quoi, ZSH et Bash? Enfin, dans le principe. Oui, dans le principe, oui. Je suis en train de me demander si... Oui, c'est peut-être mieux comme ça, non? Donc, dans le principe, tous les interpréteurs de commandes sont là pour interpréter les commandes. Avec plus ou moins de puissance et plus ou moins d'intérêt. D'accord? Il y a certains interpréteurs de commandes qui permettent de compléter automatiquement les options des commandes. Ça va plus loin que simplement la commande, les complétions de base, si vous voulez, les complétions qui sont du style les répertoires qui sont complétés automatiquement. D'accord? La touche table que tout le monde doit avoir en tête. Et il y a certains interpréteurs qui vont beaucoup plus loin. Donc si je fais un PSAUX, je vois tous les processus qui tournent sur ma machine. Bon, est-ce que j'ai assez de place? Je ne sais pas. Je tente. Visiblement, oui. Donc, j'ai ici les en-têtes. OK? Donc, l'en-tête, c'est pour l'utilisateur. Bon, l'en-tête, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères qui indique de quoi est fait les colonnes, de quoi sont faites les colonnes. On a l'utilisateur, c'est-à-dire celui qui a lancé le processus. On a le PID, le processus identifiant. OK? Après, on a des tas d'autres informations, le temps, et puis quand ça a été lancé, etc. Le PID, c'est le processus identifiant. OK? Le premier processus, c'est init. C'est celui qui a été lancé après le noyau et le RAM disk. C'est ce que je vous ai dit en cours. Je ne sais pas si ça vous fait écho. Après, il y a d'autres processus qui sont lancés. Monsieur, pour le premier processus, moi je vois j'ai un truc en plus, j'ai splash, ça correspond à quoi? Joker. Splash. En fait, c'est espace, splash. Et c'est le premier? Le premier. Moi j'ai init splash. C'est init. C'est un équivalent d'init à tous les coups. Mais tu n'as pas la même distribution que Debian. Bah, c'est du Debian quand même. Oui, non. D'accord, mais après, le noyau n'est peut-être pas tout à fait patché de la même façon. D'accord? Donc, il y a forcément des différences. Sinon, il l'aurait appelé Debian. Tu vois? Donc, parce qu'il faut comprendre que les Debian-like, c'est plus pour la méthode d'installation des paquets. C'est style APT, quoi.
C'est avec apt-get qu'on va installer tous les paquets. Donc c'est du Debian-like, comme Kali, comme bien d'autres, comme Ubuntu, etc. D'accord? Mais c'est le seul point commun quasiment. Enfin, un des seuls points communs. Donc vous voyez ici, il y a certains processus qui sont lancés sous mon identité. Ok? Ce qui paraît logique. Donc, je vous refais en accéléré ce qu'on avait vu l'autre fois. Donc je peux faire un pipe mort et me rendre compte avec l'option, donc j'ai mis l'option "-f" en plus, que je vois ici la filiation des processus. Ok? Je vois par exemple que ici j'étais dans ce répertoire là, j'ai lancé, c'est d'ailleurs c'est le répertoire a priori de là où on se trouve. Ce qui s'est passé, c'est que bash a été lancé 4 fois. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert ici 4 onglets. Ok? Donc, à chaque fois, ça, vous avez le terminal graphique, la console, si vous voulez, et vous avez aussi bash qui tourne dedans. D'accord? Pour interpréter. Il faut faire le distinguo entre la console graphique et bash qui tourne à l'intérieur. Bash ou SH ou autre. Ok? Donc ici je fais un PSAUX, FAUX, et donc je vois que PSFAUX est le fils de bash. C'est bon? Et qu'il y a mort aussi qui a été lancé dans le terminal en question. Bon voilà. Donc vous voyez que la filiation peut être assez longue. Je n'ai pas très bien compris. C'est quoi la différence entre mort et less? Alors less, alors mort, je ne fais qu'une fois, je ne peux pas remonter. Tandis qu'avec less, regarde, je peux remonter. Alors c'est plus pratique si on a besoin de remonter, tout simplement. Alors, il y en a qui vont utiliser less d'une manière complètement systématique. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez ici les filiations peuvent aller très loin. Celui-ci c'est le père qui a donné naissance à celui-ci. Donc ça c'est mon navigateur. Après, pourquoi 4, Dieu seul le sait, et ainsi de suite. Vous voyez ici encore un fils. Donc ça peut parfois être tentaculaire. C'est normal parce que init est le premier. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour connaître le PID de ma console? Oui, écho. $, c'est le PID de ma console. Ok? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui. Ouais, vas-y, vérifie. Donc, si je fais un slip 1000, il va s'écouler 1000 secondes avant qu'il se passe quelque chose. C'est bon? Donc maintenant, si je fais un PSAUX, avec un peu de chance, je vais voir le slip 1000 à la fin. C'est logique, hein? C'est le dernier que j'ai lancé. Enfin, l'avant-dernier avant PSAUX. J'ai donc son PID ici. On est d'accord? Ça, c'est le PID. C'est la colonne du PID. Qu'est-ce que je peux faire pour tuer ce processus? Alors, est-ce que je peux le faire ici? Oui, CTRL Z, je valide. C'est juste. Ah, je peux le faire avec CTRL C, mais j'ai envie de le... Alors, je vais le faire d'abord avec kill. Kill-9. Le PID. Tac. Et je vais dans la console et je vois bien que le processus est arrêté. C'est bon? Maintenant, je peux le faire autrement. Je fais ça et je fais CTRL Z. C'est bon? Je l'ai stoppé. Maintenant, je peux faire un kill. %1. %1, pourquoi? C'est là qu'on en arrive sur les jobs. En fait, je l'ai stoppé par un CTRL Z. Stoppé, rappelez-vous, dans le cycle de vie du processus, il se retrouve tout en haut, suspendu.
à cause d'un signal, enfin stoppé à cause d'un signal. De mémoire, c'était en haut. En dessous, c'était les entrées-sorties. Sur le schéma des... Et donc, voilà, il a donc reçu un signal pour le stopper. Ok. Alors, je vais, pour expliquer ça, je vais recommencer. Et je vais taper jobs. J'ai un job qui est stoppé. Je vais faire un slip. Alors, j'aime bien les slips. N'y voyez pas autre chose que de la pédagogie, n'est-ce pas? Ici, je refais CTRL Z après avoir stoppé slip 2000. Donc, ils sont stoppés. Donc, est-ce qu'ils continuent leur exécution? Réponse? Non. On est d'accord. Ils ne continuent pas. Ils sont stoppés. C'est bon? Ah oui, donc pour les relancer, soit je vais chercher leur PID par un PS, AUX, pipe, grep, slip. Là, j'ai leur PID. Et après, il faudrait que j'envoie un kill-sig. Alors, je crois que c'est sig compte, mais je suis pas sûr. Parce que je connais rien par cœur. Donc, je fais kill-l. Est-ce que je vois sig compte? Ouais. Donc, c'est le 18. D'accord. Sur lequel? Sur celui-ci. Je choisis de relancer celui-ci. Il y a trop de trucs? Non, ça va trop vite. Ah, il faut que je ralentisse. Mais je vérifie d'abord que... je tape jobs. Voilà. Je vais expliquer. J'ai lancé deux processus qui vont prendre du temps. Ça va me laisser le temps, moi, de faire ce que j'ai à faire. J'aurais pu faire des copies, si vous voulez, des copies de fichiers énormes, qui vont me prendre une éternité. Dans ce temps-là, mon disque dur n'aurait pas arrêté de tourner. Et puis après, j'aurais été obligé d'effacer les fichiers. J'ai pas envie. Ouais. J'ai pas envie de faire travailler le disque pour rien. Enfin, j'ai des tas de principes, si vous voulez, qui fait que je préfère utiliser une commande qui ne coûte rien, qui fait de mal à personne, entre guillemets. C'est pour ça que j'utilise cette commande-là qui fait une tempo de 1000 secondes. Vous savez, là, on a le temps. Ok? Donc, je les ai stoppés par un CTRL Z. Ce qui fait qu'ils se retrouvent dans un état stoppé. Ils ne s'exécutent plus. Ok? Voilà, je cherche leur PID. Parce que je fais un PSAUX pipe grep, le nom de la commande. Si je fais un PSAUX, je vais peut-être les trouver tout à la fin de mon PSAUX, coup de chance. Il se trouve que peut-être il y a d'autres processus qui ont été lancés entre-temps, parce que le système il lance lui-même parfois des processus. Donc pour être tranquille, je fais un pipe grep slip. Comme ça, je vais sélectionner tout à partir de la sortie standard du PSAUX, toutes les lignes qui contiennent le mot-clé slip. C'est tout simplement une recherche de chaîne de caractères. Il n'y a rien d'intelligent dans le grep. Hein. Le grep, il match à chaque fois qu'il trouve slip. Il se trouve qu'il le trouve. Il le trouve aussi dans le grep. Ok? Donc il n'y a rien de miraculeux. Si j'avais fait une faute, si j'avais mis un E en moins, ça ne le faisait pas. Quoi. Parce que le mot, il ne le trouvait pas. D'accord? Donc voilà, je trouve son PID. Je sais que la deuxième connole, c'est le PID, parce que la première, c'est l'utilisateur. C'est bon? Donc, je fais un kill-l pour voir tous les signaux que j'ai. Les signaux, c'est un processus asynchrone qui permet d'envoyer un signal à un processus. Enfin, c'est un processus asynchrone. C'est un système asynchrone qui permet d'envoyer des signaux. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Pour ce PID-là, je vais lui envoyer le signal, mais je ne sais pas lequel. Je ne me rappelle plus. Pour tout vous dire.
J'ai peur de me tromper. Donc je fais un kill-L pour lister tous les signaux. L pour list. Donc là, j'ai tous les numéros des signaux. Bon, je peux vous dire que vous avez SIGINT, d'accord, qui permet de stopper un processus. D'accord? C'est un CTRL-C, SIGINT, c'est le CTRL-C de 2. Vous avez SIGKILL, non, SIGIL, malade, il a un problème. SIGKILL, le 9, SIGAlarm, SIGSTOP, j'en avais plein. Par défaut, les signaux tuent les processus. Par défaut, s'il n'y a rien qui a été fait au niveau du programme qui les reçoit, il tue avec n'importe quel signal. Souvent, on envoie le kill-9, d'accord? Mais n'importe lequel aurait fait l'affaire. Vous avez SIGCOUNT qui lui permet de relancer un processus. Ok? Voilà. Lui, c'est celui qui permet de relancer le processus. Donc, je vais l'utiliser pour relancer le processus que j'ai stoppé. Tout simplement. Et là, qu'est-ce que je vois? Et c'est là que ça se complique. Je vais faire peut-être un CTRL-L. Il faut que ça se voit un peu mieux. Je fais CTRL-L. Et je refais le truc. Je vois qu'il est en cours d'exécution avec un mais. C'est qu'il y a un et commercial ici. L'autre, il est toujours stoppé, mais lui, il est en arrière-plan. Ça signifie que celui-ci, le 2, il est stoppé, il est toujours stoppé. Le temps ne s'écoule plus pour lui. Si je le reprends dans 3 jours, eh ben, il finira, il est peut-être à 20 secondes, et il a encore peut-être 1180 secondes à fonctionner, d'accord? Tandis que lui, il s'exécute. Alors 1000 secondes, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait 60 secondes, c'est 1 heure. Non, ça fait 1 minute. Ça fait, ça fait combien de temps ça? Vous savez compter 10 minutes, 15 minutes. D'accord? Bon. Donc il est en cours d'exécution avec un et commercial, signifie en arrière-plan. Là, on est en train de parler des jobs dans le... Donc, un job, c'est un programme qui s'exécute tout simplement. Soit il s'exécute en avant-plan, du style Echo. Ça s'exécute en avant-plan, il n'y a pas de problème. Ou soit il peut s'exécuter en arrière-plan. Alors, pour l'exécuter, je fais l'essai parce que je suis téméraire. Vous voyez, il s'est exécuté en arrière-plan. J'ai mis un et commercial pour lui dire exécute-toi en arrière-plan. Donc, ça signifie qu'il n'a pas pollué mon affichage ici, mais il l'a fait là. Si vous voulez. Ah, c'est pas flagrant. Il faudrait que je trouve un truc. Bon. Le et commercial signifie arrière-plan. C'est bon? Ça signifie quoi? Ça signifie que j'ai le droit de taper des commandes. Parce que vous voyez que le echo, lui, il aurait pu prendre du temps, mais il se trouve qu'il n'a pas pris de temps, donc il l'a fait tout de suite. Mais si ça avait été par exemple un autre slip, je vais le faire. Avec le et commercial. Alors là, il me précise que le 3 a été terminé, ok, et que le 4, alors le 4 c'est lequel? Alors je sais, là je suis un peu embrouillé, vous voyez, ça m'arrive, donc je tape jobs pour savoir. C'est quoi le 4? Alors l'ordre a dû être changé depuis, c'est pour ça que j'ai Sleep Mill qui tourne, j'en ai un qui tourne en arrière-plan, en cours d'exécution, il mange du temps au processeur.
j'ai le 2 qui est stoppé et j'ai le slip 20 secondes qui était en arrière-plan qui est stoppé. Je vais mettre une tempo supérieure. Je vais mettre 200. Là, qu'est-ce que je vois? Il est bien en arrière-plan. Maintenant, je veux le faire passer en avant-plan. Qu'est-ce que je peux faire? FG, foreground, %. Je prends lequel? Le 3. Le troisième job. Alors ce qui est pratique, c'est que là, on n'a pas besoin de connaître le PID. Avec le pourcent numéro du job, on le relance. Donc, vous voyez bien, c'est lui. Okay. Et si on a un et, ça va le relancer en avant-plan, j'imagine. Là, si on a un et, Ouais, commercial, après le pourcent 3. Est-ce que ça le relance en arrière-plan? non. Monsieur, Trop le Z. pour Ouais. revenir à la table des clés, il y avait tous les signaux. Kill-L. Moi, ça ne m'affiche pas la même chose. Ça m'affiche. T'as pas les... C'est pas la même chose. T'as pas la même chose que moi? T'as pas ça? Non. T'as quoi? J'ai une longue ligne avec plusieurs options. U, I, qui, et Alors, En fait, on a l'origine de chaque étape, on va dire. Il n'a pas SIG up, il a juste up, après il a ah ouais, d'accord. Je vais envoyer un SIGINT. Je note. C'est ici. J'étais ici. Kill. Tu vois, en fait, ouais, du coup, ce que je vais montrer, genre, quand tu fais ça rajoute des trucs que tu peux scroller. Ah, je sais. Ouais, bah, du coup, quand tu fais ça va surprendre. Donc, là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'envoyer La boum, c'est magique, t'as vu, la technologie. un kill-int au lieu de SIGINT. Pourcent 3 au troisième job, qui était le slip 200. Ok, il s'est bien stoppé. Maintenant, donc, tout ça pour vous dire que vous avez les numéros. Vous avez les numéros ici. Ok, vous avez les numéros. Oh, au secours. Vous pouvez utiliser kill-sigkit ou kit tout court ou 3 que ça va marcher. D'où l'abréviation qui est proposée pour KI. D'accord? Ici, vous avez des signaux en plus, qui sont des signaux réservés, qui sont des signaux temps réel. Ici. Ok? Signaux temps réel. Real time. Qui peuvent être utilisés pour du temps réel. C'est ça que ça sous-entend. Oui? Monsieur, vous pouvez remontrer la commande pour enlever le et commercial pour retirer de l'arrière-plan? Je sais pas bien. Pour l'enlever Oui. de l'arrière-plan, c'est ça. Tu voulais le remonter en avant-plan. Ah oui. C'est ça? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je tape Jobs parce que peut-être il y en a un en arrière-plan. Oui, il est toujours le premier par exemple dans l'arrière-plan. Je fais FG. Alors attends, je vais effacer l'écran, comme ça tu verras peut-être mieux. Je vais faire FG % 1. FG pour foreground. Monsieur, est-ce qu'on peut en faire plusieurs en même temps? Genre on met un suite. 1, 2, 3. Et c'est
C'est ça ma réponse. Ok? Donc, je vais faire FG pour 102. Je fais CTRL Z. Je retape Jobs pour voir où j'en suis. Ils sont stoppés. Je vais faire back. Alors, est-ce que background ça marche pour 101? Vous voyez ce que je fais? C'est un jeu après. Hein. Avec BG pour 101, il était stoppé. Le premier était stoppé, je l'ai mis en arrière-plan. Background, arrière-plan. Donc si je retape Jobs, je vais voir qu'il est en cours d'exécution mais en arrière-plan. Vous voyez comme c'est puissant? Alors vous allez me dire mais ça sert à rien. J'ai qu'à ouvrir un autre terminal et puis c'est tout. Alors quand vous êtes en connexion SSH sur un serveur aux États-Unis pour le mettre à jour, vous allez peut-être éviter de trop jouer et d'avoir plusieurs terminaux d'ouverts. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer, quoi. D'accord? Vous n'allez pas vous reconnecter avec un autre terminal pour faire une autre manip. Vous allez tout faire dans le même. D'accord? PS, il affiche aussi le processus en arrière-plan. Joker. PS AUX. Normalement, oui. Pipe grep. Ah, il donne le statut. Le statut. Avec S, et... Ouais. Ça doit être ça, ouais. Les stoppés sont en T et en cours d'exécution S. Oui, mais si. C'est pas genre en cours d'exécution S+, et arrière-plan S. Justement, je me pose la question. Alors pour ça, j'en prends un que je connais bien, que je sais qui tourne. Donc, non, S+, c'est, à mon avis, il a terminé, quoi. Ou il vient peut-être juste d'être lancé ou un truc du genre. Bon, après, c'est dans la colonne statut. T'es sûr? Comment il affiche? Donc là, je fais un man PS. Et je regarde. C'est statut. Comme ça? Non, c'est pas ça. Stat. Voici les différentes valeurs des indicateurs de sortie. S en sommeil interruptible. T arrêté par le signal de contrôle de tâche. PS. Parce que c'est PS qui me sort... Ok? Ici est indiqué les différents états. Donc j'ai matché stat. Parce que c'est pas statut dans la colonne c'est stat, majuscule. Donc vous savez tous comment chercher dans le manuel. Vous tapez escape slash. Oui, slash. La chaîne de caractères que vous cherchez. Vous tapez sur entrée. Et avec la touche N, vous passez de l'un à l'autre. Next. Et là, aux merveilles de la technologie, vous avez S en sommeil interruptible, en attente d'un événement pour finir. T arrêté par le signal. Ainsi de suite. Petit S. Pour les formats BSD, quand le mot-clé stat est utilisé, les caractères supplémentaires suivants peuvent être affichés. Plus, dans le groupe de processus au premier plan, les petits S, meneur de session. Bon, le meneur de session pour Apache, c'est
C'est celui qui a lancé la session des Apaches. C'est-à-dire celui qui s'exécute en route. À mon avis, de mémoire. Celui-là est le meneur de session. C'est lui qui décide, il est en SS. Bon. On a vu quoi? On n'a peut-être pas tout vu. On a vu les signaux. On a vu comment les utiliser. On a vu qu'on peut utiliser les jobs au lieu de connaître les PID. Si on est dans le même terminal, parce que si je suis dans un autre terminal, ça va pas le faire les jobs. Hein. Regardez, je vais faire CTRL L ici. Je tape jobs. Ok, je vais ici. Je tape jobs. Ici, j'ai pas de jobs. Pourtant, c'est la même. C'est une console avec plusieurs onglets. Hein. Les jobs s'appliquent au terminal exactement là où on se trouve. Ok? Voilà, on a vu BG, FG, on a vu SIGCOUNT. De mémoire, il y a SIG. Alors, kill-L. Il y a. Alors, je pense que celui-là, j'ai pas le droit peut-être de l'utiliser, mais je vais essayer. Sur %2. Si, il marche. Vous voyez, SIG TSTP. Avec ça, je laisse stopper. Donc en fait, c'est pas compliqué pour les signaux. En général, tous les signaux tuent le processus. Sauf SIG STP et SIG COUNT pour relancer. Il est stoppé. Maintenant, si je fais un SIG COUNT, Essayer de revenir ça, sur l'onglet devant. ouais, ça vaut mieux. Chaque truc de kill, là, t'as tué, c'est comme ça. Bon, au moins, alors c'est compte, comment il s'écrit? Oui, il vaut mieux savoir au moins ce que je dis. Hein. %2. Là, il m'a rien mis. Maintenant, si je tape Jobs, je vois bien qu'il est en cours d'exécution. Puisque je viens de le relancer. Il était stoppé, donc il aurait dû apparaître stoppé. Enfin, il serait apparu stoppé s'il avait fait Jobs. Mais comme je viens de le relancer, il apparaît comme en cours d'exécution, mais en arrière-plan. Réglé commercial, arrière-plan. Vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube où tout est expliqué en détail. Donc, je vous conseille quand même de regarder parce que peut-être que j'ai pas tout vu là. Pourtant, je pense que j'ai dû faire le tour de tout. Mais on ne sait jamais. Donc là, on vient de voir PS, Jobs. Je vous propose qu'on regarde les droits Unix. Mais là, ça va être un peu plus... Ça va être différent. Comment? Background. C'est exact. Ok, on est bon. Je regarde qu'est-ce qu'il me reste. Alors, regardez ce que je vais faire. Petite coquetterie. Vous avez une commande qui s'appelle Kill All. Elle permet de tuer toutes les lignes où il va apparaître Sleep. En fait, c'est comme si on faisait quasiment un PS, AUX, Pipe, grep, Sleep, qu'on récupérait les PID et qu'on les tuait par un kill les uns à la suite des autres. Ah, celui qui est stoppé n'est pas mort. Alors vous voyez, je n'ai qu'un seul job ici. Je n'en ai plus qu'un. Je l'ai stoppé. Pour le ramener à la surface, en avant-plan, je peux faire FG tout court. Comme il n'y a pas d'ambiguïté, je n'ai pas besoin de faire FG
pour 101. Je peux, hein. Il va pas me jeter si je fais FG pour 101. Mais je suis pas obligé. Et là, j'ai bien le job qui tourne. Maintenant, je vais pouvoir le tuer par kill all. Kill all ne veut pas tuer les jobs qui sont stoppés. Bon. Est-ce que ça va? Pas trop. Alors, c'est certain que si vous ne revoyez pas ça, ok, il faut à tout prix revoir ce que je... D'où l'intérêt de faire des fichiers partagés par groupe, de TP, de TD, de ce que vous voulez, oui. À quand? Avec un kill all, non? Et après avec l'option cycle. Je crois pas. Le relancer pas, pas. Ouais, ou alors ce que tu peux faire. Sur le 9. Non. 56, 50, 56. Oui, ah. Donc tu voudrais les relancer tous, c'est ça? Parce que tout à l'heure j'ai pas aussi le ping en fait. CTRL Z, CTRL L, je tape Jobs. Alors moi j'ai une solution, mais Ah, il a pas réussi à C'est quoi gros majuscule? Attends, fais-le sur le 9 parce que je sais que ça fonctionne. voilà ma solution. 56. Non, ça fonctionne pas. J'ai bien indiqué les jobs un à un ici. J'ai fait un kill-seek compte pour 101, pour le premier, pour 102, pour 103. Il les a donc tous relancés. Tous en arrière-plan, mais bon. Quand il les relance, il les remet en arrière-plan après. Maintenant, si je veux les mettre en avant-plan, je fais FG. FG, alors je vais essayer de les mettre tous en avant-plan. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, là, le problème, c'est que j'ai plus la main, d'accord? Non, il veut pas. FG pour 101, pour 102, pour 103, ça marche pas, vous voyez? Il a fait que pour 101. Donc ça, c'est à bannir. Ça marche pas. D'accord? Il a relancé que le premier. De toute façon, c'est normal, on ne peut pas avoir tous les jobs d'arrière-plan, on ne peut pas les mettre tous en avant-plan. Quelque part, même, j'aurais peut-être dû réfléchir avant, parce que c'est complètement absurde, parce qu'être en avant-plan, ça signifie qu'il a le terminal à lui. Il ne peut pas y en avoir trois qui aient le même terminal, en même temps. C'est pas possible. Bon, c'est bon? On attaque la partie intéressante, enfin tout aussi intéressante que celle-ci d'ailleurs. MK, dire. Non, je suis dans le répertoire TMP. Je crée un répertoire test. Ouais, tas de trucs là, j'ai pas envie de voir, donc je vais faire un ls-l. Alors ça c'est un ls-l. Pipe grep. Je sais plus comment je l'ai écrit. Voilà, vous voyez ce que j'ai fait? Je savais plus si c'était une majuscule ou une minuscule. J'ai écrit
fait un accès par contre. Parce que avec... c'est 50 points de seconde. Parce que grep, lui, c'est la chaîne de caractères qu'il trouve. Il la trouve, c'est bon, il est content, lui. Donc, grep est, c'est bon, il va... Test, il y a bien est dedans. Voilà. Et là, C'est pour contrôler. Tu vois, peut-être qu'il bloque en fait les pins. qu'est-ce que je vois? Comme ça. Ah, monsieur, comment on fait pour jouer la musique de comme ça? Contrôle avec la molette. Moi, j'utilise sur mon interface graphique KDE On trouvait Linux. la touche contrôle et la molette du milieu. Tape, Donc, tu as un menu, affichage, et tu as très certainement la possibilité de faire un zoom. Édition, il n'y a pas zoom dedans. Ouais, ou contrôle plus plus, ou ce genre de truc. Ici, je sais que c'est Ah, il y a une tirée. le fichier que je viens de créer. Je dis fichier, je le dis pas pour faire la même erreur que vous, parce que ça, je l'entends souvent. Il y en a qui créent des répertoires et qui vont me dire que ce sont des fichiers. Donc il faut apprendre à dire que c'est un répertoire, même si c'est un fichier réellement. Je vais vous prouver que c'en est un d'ailleurs. T'as fait tirer. D me dit que c'est un répertoire. Juste, Il a des droits lecture, écriture, exécution pour le propriétaire. oui, c'est fondé. Ça, c'est les droits du propriétaire. Les premiers droits sont les droits du propriétaire. Les droits qui suivent, c'est les droits du groupe. Rappelez-vous, vous avez utilisé user add ou add user pour créer des utilisateurs et les mettre dans des groupes. Oui? Non? Vous n'avez pas fait? Donc, le groupe, c'est ça. C'est cette partie-là. Dans les droits, il y a les droits du propriétaire, les droits du groupe et les autres. Tous les autres du système. Donc, moi, j'ai créé un répertoire qui s'appelle test. J'ai le droit read, write, execute sur le répertoire. Après, j'ai les droits du groupe et les droits des autres. Donc, il est de bon ton que le propriétaire ait plus de droits que ceux du groupe. Tout au moins, des droits supérieurs ou égaux à ceux du groupe. Oui? Juste, c'est quoi encore le R après le D? Parce que D, je sais que c'est directory normalement. Le R, read, Ouais, c'est quoi le R? c'est les droits. Ouais. Les droits pour l'utilisateur Bruno. Ok, d'accord. Il a des droits en read, write, execute Ouais, ouais. sur le répertoire test. Ouais, ça je comprends. C'est juste le R en fait que je savais pas c'était. R, read. Ouais. Non, mais parce que le read c'est juste celui à droite. Parce que celui à gauche, du coup, je sais pas c'est quoi. Lequel? À Non, gauche. parce que vous voyez, il y a DR, WXR. Le R qui est tout à droite, WXR. Celui-là? Ouais, voilà, ça c'est read. C'est pour le groupe? Ça c'est pour le groupe. Oui. Pas sûr que c'est celui du milieu, le groupe. C'est celui du milieu, celui-là. Regarde. Ça c'est celui du milieu. Ici, tu as read, tu n'as pas write, tu as Ouais. execute. Mais celui du coup à gauche, du coup. Celui-là, tu as read, write, execute pour l'utilisateur, le propriétaire. Parce qu'en fait, il y a 2 R dans le premier champ. C'est ça le truc. Il n'y a pas de R dans le premier champ. Bah, DR, WXR. R-XR. R, Ouais. tiret, X, c'est les droits du groupe. Il a le droit de lecture, Ah bon il Ça n'a fonctionne pas le droit comme ça. d'exécution. Je croyais qu'en fait que genre les tirés ça séparait les. Non, là ça signifie qu'il n'y a pas de W. Ah, d'accord. Il n'y a pas de W Ok, ici. Ouais, je vois. Ah, ok. C'est toujours read, write, execute. Ok. Ou read, rien, execute. Ou read, rien, ainsi de suite. Ah, et je vois quoi, ça. côté, c'est quoi? Comment? Donc après le groupe, c'est quoi? C'est les autres. Les autres. Donc les autres sur le système, ce sont tous les autres. Ok? Tous les autres sur le système. Non, en fait, j'ai compris. Eh ben, généralement, ils ont des droits inférieurs ou égaux à ceux du groupe. Il faut être logique. Moi, je suis le propriétaire. D'accord? Donc, je suis libre d'accorder des droits. Même si ça se fait... vous voyez, j'ai pas fait grand-chose pour accorder des droits, c'était fait automatiquement. Mais Ça veut dire bon, peu c'est- importe. C'est quoi le type genre L pose Le B, propriétaire. c'est directory. Lui, il a donc
des droits qui sont généralement supérieurs à ceux du groupe, Ah c'est non, ça logique. veut dire que c'est un fichier. Le propriétaire du fichier ou du répertoire, il a plus de droits, a priori. Ouais, tu vois là. Il ne peut pas avoir moins de droits que ceux du groupe. C'est ça que je veux dire par là. Tu donnes toutes les conventions à tout le monde. Où ça? Ah, ici? Là? Ben, c'est que tu as affaire à un fichier. On va voir tout de suite ça. Non? Vous comprenez? Oui? Le D, c'est un dossier. Oui, Et directory. le tiré, c'est un fichier. Oui. Ça, il faut à tout prix le savoir. Alors souvent, je pose la question, comment on sait que c'est un fichier ou que c'est pas un répertoire? Et il y en a qui répondent, c'est parce que mon terminal, il affiche le répertoire en bleu. Notez qu'ici, il n'est pas en bleu. Mais sur certains systèmes, il affiche en bleu. Les liens symboliques sont écrits en vert. Et c'est pas ça qui prouve, c'est les droits. Ok? Donc je continue. Read, write, execute. Ça, c'est les droits, les premiers droits. Après le D, c'est les droits de l'utilisateur, du propriétaire. Ensuite, ce sont les droits du groupe, avec ou pas de droits. Vous voyez que sont inférieurs, ceux du groupe, aux propriétaires. C'est pas illogique. Après, les autres, il se trouve que les autres, puisque pour nous, c'est pas très important, ils ont autant de droits que ceux du groupe. Ici, j'ai le nom du propriétaire. Le premier nom, c'est moi, mon prénom. Et le deuxième, c'est mon groupe. Oui? Le XR Par exemple, j'écris et le le X tout seul. ça va faire. Ça veut dire maximum. Ça sera un fichier qui s'appelle lol.ch, ok? Celui-là, là, Oui, c'est juste pour La faire première un partie, c'est du coup, le fichier lol. propriétaire, l'utilisateur, le propriétaire. Non, je peux pas encore exécuter. XR et X, c'est pour le groupe, le mien. Que ce soit exécutable. Le lead exécutable. Moi, alors ce qu'il faut comprendre, Ce que je me demande, tu vois, sous Linux, dès que vous créez un compte, j'ai a priori un compte Unix, d'écrire. il a un groupe dit primaire. Le groupe primaire Je fais est le même login, enfin le même nom que le login. de le lire. Vous me suivez jusque-là? Ça s'appelle le groupe primaire. C'est le même nom que le login. Je pense que je peux encore exécuter. D'accord? Donc si c'est le même nom que le login, ben moi c'est comme moi, Bruno. Démonstration, parce que je peux peut-être dire n'importe quoi. Je vais vous prouver ce que je vous dis. Je vais faire un cat sur le fichier etc passwd. Je vais faire un pipe grep Bruno et je vais donner un coup de molette arrière de façon à ce que ça s'affiche. Là par contre, regarde, tu vois, genre j'ai fait CH. Voilà. Hop. Je l'explique. Il y avait un écho Ici de De quoi? Oui, oui, oui. Vas-y. mention mais dans le les trois derniers caractères. que tu as créé, LOL. Deux. Oui, non, ça c'était un script que j'ai fait. Enfin non, Et R, par contre, j'ai bâti. J'ai fait Les trois derniers caractères. ça correspond aux autres. À tous les autres. et eux. Les autres. Les autres. Les autres comme dans le film. Les autres. T'as vu le film d'épouvante? C'est donc tous les autres utilisateurs du système. Tous les autres utilisateurs du système. Si t'as pas le droit de le lire, comment tu fais pour les C'est bon? Donc, comprenez bien que pour ce répertoire, les autres ont le droit d'aller dedans, de read. Ils ont le droit de se balader dedans, ils ont le droit X. Ils n'ont pas le droit d'écrire dedans, les autres. Ils ont le droit de lire, de se promener à l'intérieur. C'est-à-dire un CD est accepté. Vous verrez dans le cours, les détails sur les droits pour les répertoires, c'est un peu différent que sur les fichiers. Ok? Et ici, c'est les mêmes droits. Donc j'ai le droit d'aller dedans. Enfin, j'ai le droit d'aller dedans, c'est le droit X. J'ai le droit de lire, de répondre à un LS. Ok?
Hein. Donc, le Bruno, il a read, write, execute pour le propriétaire, c'est-à-dire moi. Il a ces droits-là. Ok? Lui, il a. Ça, c'est les droits du premier triptyque, là. Ok? Après, les droits du groupe. Les droits du groupe, read, rien et exécution. C'est pour le groupe Bruno. Si je fais un 4 sur mon fichier, ici. Alors, si je fais un 4 sur mon fichier, elle est où la souris? Elle est là. Je fais un pipe grep pour sélectionner la ligne où il y a mon compte. Qu'est-ce que je vois? Je vois Bruno, 1000, non, X. Bruno, X. C'est qui celui-là? Je vais expliquer. 1000, 1000. J'ai mon nom, j'ai mon répertoire de travail et j'ai le bash par défaut, l'interpréteur de commande par défaut. Moi, c'est bash. Ok, enfin, comme tous les autres d'ailleurs sur mon système. Maintenant, si vous installez TCSH, vous pouvez changer. Hein. Ok? Alors, X, ça signifie ici X, c'est le mot de passe qui se trouve dans un autre fichier, il s'appelle Shadow, fichier caché. Shadow. L'utilisateur ne peut pas l'ouvrir. Oui, super utilisateur a le droit. Ici, vous avez l'UID, User Identifiant, c'est 1000. Ça signifie que Bash, qu'est-ce que fait Bash quand il affiche les noms des répertoires et qu'il affiche tout ça? Lui, en fait, sur le système de fichiers, c'est 1000 qui est écrit. Dans la réalité, c'est 1000 qui est écrit, mais Bash, au lieu d'écrire 1000, il va lire le fichier Bash, le fichier etc password, il va remplacer 1000 par le logging. Il va faire pareil pour le groupe. Le 1000 qui suit le premier 1000, c'est le 1000 du groupe. Est-ce que j'ai un groupe? J'ai fait 4 sur ETC groupe Y Bruno. Je cherche Bruno dans la liste des groupes. Et là, qu'est-ce que je vais voir? Je vais me voir normalement quelque part, ici, tout à la fin. Oui, X, ça signifie qu'on pourrait mettre un mot de passe pour le groupe. On n'en met jamais. D'expérience, j'ai jamais vu ça, nulle part. Mais c'est sous-entendu. Comment définir? Alors regardez, là c'est important. Enfin, tout est important. Donc ici, dans mon fichier groupe, je me vois passer avec 1000. 1000 correspond bien au deuxième 1000 de mon fichier PassWD. Pas de problème. C'est logique. Tout ce qui suit après le point virgule ici, ce sont les membres du groupe. Ça signifie que CD-ROM X24 Bruno, Bruno fait partie du groupe CD-ROM. Bruno fait partie du groupe Floppy. Bruno Pulse font partie du groupe Audio. Bruno fait ainsi de suite. C'est ça que ça signifie. C'est pour ça que quand j'ai fait un grep, pipe grep Bruno, j'ai matché toutes les lignes où il y avait cette chaîne de caractères. Ok? Monsieur, pour ajouter ou supprimer un utilisateur des groupes, on peut utiliser soit le GID, soit le NID. Soit le GID. Si tu veux faire quoi? Ajouter ou supprimer un utilisateur. Alors, du groupe. Alors, tu as plusieurs solutions. Tu as la commande add group qui permet de rajouter un utilisateur dans un groupe. Ou alors, tu édites le fichier directement. Et tu rajoutes, puisque la syntaxe, c'est personne, virgule, enfin, individu, système ou humain, virgule. Donc moi, si je veux me retirer de plug dev, je peux éditer le fichier et enlever Bruno du truc. Je peux faire à la main si tu veux. Ou alors je peux utiliser une commande pour me retirer du groupe. Comme ma manif, ce serait par rapport, quand par exemple on fait
plusieurs add, plusieurs M. Je peux utiliser soit le Bueno pour le nom du groupe, ou soit son JID qui est mis. Joker. Mieux, on peut Ça utiliser dépend de la les- commande. Oui, peut-être. Je ne connais pas les options. Pour répondre franchement. Je suis pas sûr du tout. Tu fais des tris déjà. À tester. Parce qu'en fait, à tester pourquoi? Parce qu'il y a peu de personnes qui m'ont posé des questions sur le TP, sur les groupes. Alors comme il y a eu peu de personnes à me poser des questions, j'ai pas revu les fondamentaux. Parce qu'il y en a qui ont continué alors qu'il y avait des groupes qui n'existaient pas. C'est ce que j'ai appris après. Alors comme je suis pas flic et je regarde pas ce que vous faites toutes les 3 minutes, et si vous me sollicitez pas, moi je continue ma vie. Ouais. C'est mon défaut. C'est peut-être mon plus gros défaut. C'est que je vérifie pas ce que vous faites. On va juste faire une petite parenthèse sur le fichier Shadow. Pour, Oui, comment tout de suite. on interprète. Ouais. CH mode. On va faire une parenthèse sur le fichier Shadow tout de suite. Mais avant, je veux régler su et su tiré. Comme ça, ce sera fait, d'accord? Donc su et su tiré. Si je fais su, regardez, je tape mon mot de passe. Route. Vous l'avez eu? Non. Je tape sur entrée. Je suis donc route. Je suis route. C'est bon? Voilà. Je fais écho de l'ARPAT. Et là, qu'est-ce que je vois? Ce path-là. Est-ce que je vois SBIN? Slash SBIN. Je vois pas slash SBIN. C'est embêtant ou pas? Oui. Enfin, pour Oui. toutes les commandes. Il me dit oui. C'est vrai, c'est embêtant. Pourquoi? On peut toutes les commandes. On n'a pas toutes les commandes. Bon. Je fais exit. Je sors. Hein. Je suis toujours moi. Enfin, l'utilisateur précédent. Même quand je suis route, je suis toujours moi. Mais enfin, bon, ça, après, c'est parce que je suis pas schizophrène. Sinon. Bon. Je vais faire écho de l'ARPAT. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que c'est le même path que j'ai. J'ai plus la souris ou quoi? Voilà. Ça, c'est identique à ça. Donc, si je fais un su tout court, je ne vais pas hériter des variables d'environnement. Enfin, j'hérite des variables d'environnement de l'utilisateur précédent. En fait, je vois vraiment. C'est pas le mot de passe pour su sur Kali. Non, je ne sais pas. Alors, su-tiré. Alors maintenant, on va voir su-tiré. Donc, je continue. Hein. Si je fais su-tiré, s'il vous plaît, je récupère un prompt ici qui est différent. Vous voyez, mon prompt, il est en rouge. Pourquoi est-il en rouge? Parce qu'il est en rouge. Parce que j'ai décidé qu'il serait en rouge. Pourquoi j'ai décidé qu'il serait en rouge? De façon à ce que je sache si je suis route ou pas. C'est juste pour moi. D'accord? J'aurais pu le mettre en bleu, j'aurais pu le mettre identique à l'autre. Si je fais who am I, je suis toujours route. Maintenant, si je fais écho de l'ARPAT, vous voyez bien que j'ai pas le même chemin. J'ai pas les mêmes chemins. J'ai SBIN en plus. Slash SBIN, slash, bon, bin, tout le monde là. Donc, conclusion. C'est très important. Si je fais un su sans rien, je vais hériter de la variable path de l'utilisateur précédent. Si je fais un su tiré, je vais devenir l'utilisateur
à part entière sur le système. Avec ses variables d'environnement à lui, avec son path à lui, avec tout ce qu'il a défini. Ça va? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Je suis invisible. Ouais. Quand je fais un su-tiré, pareil, je vais passer route, on va me demander mon mot de passe, je vais rentrer mon mot de passe, je vérifie que je suis bien route aussi. Et la différence, c'est que moi j'ai configuré ma variable d'environnement qui s'appelle PS1 de façon à ce qu'elle apparaisse en rouge. C'est pour que je sache si je suis route. Au cas où je m'endormirai. Et donc, si je fais un écho de $path, je vois bien que le path, il y a SBIN dedans. Pourquoi il y a SBIN? Parce que je suis route à part entière et que le route, il a besoin des variables d'environnement, enfin de la variable d'environnement contenant le répertoire SBIN. Lorsque j'étais passé route en faisant su, je n'ai pas hérité des variables d'environnement de route, mais de l'utilisateur précédent, qui était moi. Enfin, ouais. Juste pour refaire Oui, oui. parce que j'ai pas très bien compris ce que c'était les variables d'environnement. Donc, les variables d'environnement, ce sont des variables qui sont liées à l'environnement du compte utilisateur. Si je tape env, j'ai toutes les variables d'environnement. Regarde, tu as PS1 ici qui apparaît, tu as path, tu as l'endroit où route peut lire ses mails, tu as des trucs sur les couleurs, des trucs sur la langue. Donc à chaque fois, c'est un mot-clé en majuscule, suivi d'un égal quelque chose. Ok? Donc, c'est quoi mon shell? Eh bien, c'est bin bash. C'est quoi le langage? C'est quoi mon P... Alors, PWD est une variable qui est mise à jour à chaque fois et qui contient l'endroit où on est. Alors, d'accord, mais alors, mais encore, CTRL L, écho de $shell. Ça doit marcher, ça? Tabulation. Regardez, je tape tabulation. Non, voilà, j'ai plusieurs trucs. Ça marche. Monsieur Doro. Je fais écho de $shell. C'est bien ma variable d'environnement. Donc, je veux déclarer une variable d'environnement Toto. Je la mets égale à SBIN. OK? Après, si je fais CD, CD, non, CD Est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Regardez, je déclare une variable d'environnement Toto qui vaut SBIN. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est pour ça. Si j'avais mis un truc un peu vrai, je tape env pipe grep Toto pour voir si elle existe. Visiblement, elle n'existe pas. Pourquoi il ne veut pas? Pourtant, il n'y a pas d'erreur de syntaxe. On peut pas mettre. Non, il aurait fallu que je l'exporte, peut-être, ou un truc comme ça. Ah oui, peut-être. Ouais. Comment je peux progresser sur PS1? Tu rejoins le fameux. Ouais. Ah, ça je sais faire. Non, non, faut arrêter, mec, s'il te plaît. Ça y est, l'honneur est sauf. Donc, j'ai fait un export de la variable, de façon à ce que tous les terminaux du monde entier, enfin de la machine, de mon logging à moi, puissent accéder à Toto, à cette variable. Et là, si je fais env, elle est réellement une variable d'environnement. Mais ça, c'est seulement Oui. Le TSU qui est seulement pour avoir accès à l'environnement. Oui, aux variables d'environnement de route. Alors que le sujet, c'est pour passer en route avec l'environnement de l'utilisateur. Oui. Et ça, croyez-moi, le fait de le savoir, ça change tout. Hein. Vous voyez pas ça comme ça, mais si vous êtes en train de galérer sur un système Linux et vous vous dites mais comment ça se fait, il n'y a pas tel programme, il n'y a pas machin. Mais si, il est, mais tu n'as pas la bonne variable d'environnement. Oui. Donc certaines fonctions sont exactement en route avec l'environnement. Tu fais ça. Ah oui. Et certains autres, non. Quand tu fais quelque chose de délicat,
et que tu as besoin par exemple de F-disk pour repartitionner ton disque, bah, tu as intérêt à avoir les variables d'environnement de route. Parce que tu n'auras pas SBIN. Parce que même si on est en utilisateur, quand il y a sudo, il ne prend pas Bah, ce sera plus chiant parce que tu vas devoir taper le chemin complet de la commande ou ce genre de truc. Tu sais, quand tu as ça à faire une fois, ça va, mais quand tu dois le faire très régulièrement, c'est plus compliqué. Donc, oui. Juste pour savoir, l'export Toto là, mais ce sera que pour ce terminal-là. Normalement, quand on le ferme, il est bloqué. Ah oui. Donc, tout ce qu'on a fait ici, si je ferme mon terminal, c'est terminé a priori. J'ai plus Toto. Alors, En fait, tu vois, il y a ça. C'est quoi le nom du truc? Tu peux ce que je vais faire, C'est-à-dire que je peux partir comme ça. moi je vous invite toujours, lorsque vous avez des questions de métaphysique, est-ce que si. Alors, votre camarade il pose une question tout à fait pertinente. Il se dit si jamais tu fermes le terminal, qu'est-ce qui reste de ta variable d'environnement? Moi je lui dis, bah, normalement elle s'en va. Est-ce que je suis sûr de mon coup? J'en sais rien. La réalité c'est que je ne sais pas. Hein. Non mais là je vous parle très franchement, j'en sais rien du tout. Seulement, qu'est-ce que je vais faire d'après vous? Echo Toto, enfin l'écho de leur Toto. Ben voilà. Je vais faire env, pipe grep, Toto. Elle n'existe pas déjà, elle n'existe même pas dans l'autre terminal. Ouais. Alors, maintenant, si on veut la garder, alors soit je mets dans bash RC, non, je vais pas mettre dans bash RC, vous voyez, c'est un peu pauvre bash RC. Alors, je sais, s'il vous plaît, j'ai pas bash profile, j'ai quoi alors? Ah, bash login. Ah ouais. Monsieur, le fichier source des variables d'environnement, Des fichiers sources des... enfin le fichier qui stocke toutes les variables d'environnement. C'est ce que je suis en train de chercher. Il est peut-être dans point profile. Regarde ici. Alors, point profile. Voilà. Mais il n'y a pas tout. Non. Ici, je suis en train d'éditer le fichier profile, point profile de mon compte route, compte de l'utilisateur route. Je vois que PS1 est défini ici. Pour info, ça c'est des codes couleurs. 31M, là c'est des codes couleurs. C'est ça qui fait qu'il apparaît en rouge. Bon, voilà. Donc vous voyez que j'ai pris pour un bash RC, on l'a regardé, il n'y avait pas des variables d'environnement. Il faut savoir que les variables d'environnement principales sont dans slash etc quelque chose, profile ou login ou... Je vais regarder. Donc je fais assez vite. Alors je regarde ici. Oh là là, après, alors souvent c'est comme ça sous Linux, hein. Faut aller à la pêche, faut lire les fichiers, regardez, j'ai un point bash, ici j'ai ça. Bon, j'ai encore PS1. Bon, là vous voyez, je suis un peu paumé. Donc ce que je vais faire un grep-r. Non plus? Je suis en train de chercher le fichier où il y a les variables d'environnement. Je regarde en.
Je regarde un truc, terme, on l'avait vu nulle part, parce que je suis pas sûr de mon coup là. Alors, visiblement, il a trouvé quelque chose. Non, j'ai pas compris. Il t'a dit, je la ramène, je crois que c'est ça, c'est pas vrai. Ah non. Bon, je vais un peu trop loin à la pêche, mais notez le principe. Qu'est-ce que fait un grep -r d'une manière récursive, c'est-à-dire qu'il va chercher, à partir de l'endroit où je trouve, la chaîne de caractères terme dans tous les fichiers. Et là, il va me sortir des tas de trucs. Alors maintenant, il faudrait que je regarde en détail, mais on s'éloigne un peu du... Mais les variables d'environnement qui ne sont pas définies au niveau de compte utilisateur sont définies en amont dans le répertoire ETC, quelque part. Dans ETC BHRC ? D'accord. Ça, c'est pour l'utilisateur lambda, ordinaire. Ok, très bien. Alors, CTRL L. Il n'y a pas... Ah oui, VGR. Alors regardez ce que je fais. VI, PWD. Ah, je tombe sur Nano. Ah ouais. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre environnement, il y a Nano comme éditeur par défaut. Exact. J'aime pas ça. Donc, ce que je fais, c'est que... Je crois que c'est Editor. Hein. Editor. C'est bin VI ou pas? Oui, c'est ça. Mettre Vim. Hop. Non plus. Donc il faut export. Ouais. J'ai pas fait l'export. Sauver. Non. Export. Export. Voilà. Bon, je vous explique ce que je viens de faire pour que vous ayez une idée. Donc, ici, je veux utiliser VPWD. Enfin, c'est VI qu'on dit normalement. Je passe VI password. Le fichier password pour le modifier. Fichier passwd. Soit je le modifie à la main avec un éditeur ordinaire, soit j'utilise VI qui lui me dira s'il y a des fautes de syntaxe. Ok? Donc, le problème c'est que je tombe pas sur le bon éditeur. Moi je veux pas Nano, ça me gonfle. Je préfère VI. Donc je définis ma variable d'environnement comme étant Vim ici. Parce que VI improve, il est en couleur, il est bleu, etc. Ok? Ici, je l'utilise, et puis il me dit que c'est pas bon, parce que je suis retombé dans Nano. J'ai dû faire un export de ma variable editor pour que ça marche. Ok? Après, je fais VPWD, et je tombe sur ce que je voulais. C'est-à-dire VI. Bon, regardez, c'est plus spartiate, mais c'est plus puissant. Donc voilà, si jamais je m'amusais à le modifier et que je rajoutais des choses qu'il ne faut pas, il me crierait dessus. Je ne vais pas le modifier parce que c'est un peu chaud, d'accord? Maintenant, je vais utiliser VGR. Voilà, VGR. Et là, j'ai le fichier de groupe. Si je veux rajouter dans le groupe CD-ROM quelqu'un d'autre, je peux.
Ok, je peux rajouter ici l'utilisateur audio par exemple. J'ai le droit de le faire. Audio, il sera dans le groupe CD-ROM. C'est bon? Ah, je peux le faire, puisque j'ai un éditeur qui... Maintenant, si je me trompe, je mets un point virgule. Et je terminerai. J'essaie de sortir. Lui mettre tout modifier machin. Ah bah dis donc, il a accepté quand même, hein. Normalement, il n'aurait pas dû. Bon. Donc il faut faire attention quand même, il respecte en gros la syntaxe, mais pas en détail. Tu vas dans le dossier source des variables et que tu modifies par exemple le langage de ta machine. Maintenant, C'est valable que pour l'utilisateur. on va regarder le fichier. Comment je fais pour tous les outils? Le fichier Shadow. Il faut que je fasse un par un. Ouais, on est pas mal du timing. Ouais, on est bon. Donc, le fichier Shadow contient tous les mots de passe cryptés des utilisateurs du compte. Ok? Shadow. Il est en lecture. Donc c'est un fichier tiré. Il est en lecture-écriture pour route. Pour le groupe Shadow, ceux qui sont dans le groupe Shadow n'ont le droit que de le lire. Et les autres n'ont aucun droit. Ok? C'est important de le savoir. Donc, est-ce que je peux faire un cat dessus? Qui dit oui? Avec cet utilisateur-là? Oui, 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 moi là. Ah oui. Oui. Pourquoi? C'est le route. C'est en route. Et le route, lui. Ah, parce que vous avez. Parce que route, il a le droit R. Parce qu'il a le droit R. Maintenant, si j'avais pas eu le droit à R, il m'aurait dit, il m'aurait mis un message me disant vous voulez utiliser, enfin un machin, êtes-vous sûr? Il m'aurait mis un message parce que route, il a le droit de faire tout de toute façon. Mais il m'aurait prévenu que j'avais pas les droits. Donc vous voyez ici j'ai mon mot de passe route. Alors c'est mon mot de passe route est là, crypté. Alors crypté, on devrait dire pour parler riche, chiffré. Donc il apparaît de là à là. Ok? Les autres qui ont des étoiles, ça signifie qu'ils n'ont pas de mot de passe. Et monsieur, c'est quel protocole de chiffrement pour le mot de passe? Joker. Tu regardes. Il y a beaucoup de jokers aujourd'hui. Tu me donneras la réponse. C'est quoi le truc de chiffrage? En tout cas, je sais que c'est une fonction, s'il vous plaît, c'est une fonction à sens unique. C'est-à-dire que c'est une fonction à sens unique, c'est ce qui fait que du crypté, on ne peut pas revenir au logging. Enfin, au non crypté. Comment il fait pour le lire? En fait, c'est très simple. Il utilise la même fonction, qui est la fonction crypt du système. Quand tu rentres un mot de passe, déjà il l'affiche pas pour que... Il le crypte et il compare les cryptés. Si les cryptés sont identiques, c'est bon. Voilà. Voilà le fichier Shadow. Maintenant, comme je suis prudent, je sors du mode route. Ici, je regarde ce qu'il y a dans mon répertoire test. Et on va parler des droits Unix. Mais avant, je vais vous montrer dans le répertoire dev des droits Unix. Alors, j'essaie de trouver quelque chose de bien. Voilà.
Vous voyez ici, je suis en train de lister les fichiers avec un ls-l. C'est quoi B ici? Je suis en train de lister les fichiers du répertoire dev. Et qu'est-ce que je vois? Il y a des fichiers qui commencent par B et des fichiers qui commencent par C. Il y a aussi des D. Bon, D, on sait, c'est le répertoire. L, ce sont des liens symboliques. OK? B, c'est pour les périphériques de type bloc et C pour les périphériques de type caractère. C'est quoi la différence? Un périphérique caractère, c'est la souris par exemple. La souris, on n'a pas besoin de savoir où elle se trouve physiquement. On a besoin de savoir vers où elle se déplace. Si c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, il y a des caractères, un à un, qui sont envoyés par la souris à chaque déplacement. Donc, c'est un flux de caractères qui indique la direction. C'est ce que fait la souris, le périphérique en lui-même. Là, on a des périphériques de type bloc. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va écrire des blocs entiers de caractères d'un coup. Donc, ce sont des sorties et des entrées bufferisées. C'est-à-dire que d'un coup, on peut écrire 1000 caractères, plomb. Et bien entendu, c'est pour les périphériques disques. Lorsqu'on écrit sur le disque dur, on écrit des blocs complets d'informations. C'est-à-dire qu'on transmet au contrôleur de disque une zone disque à écrire. On lui envoie 1000 octets ou on va dire une puissance de 2, 1024, d'un coup, hop, le périphérique, celui qui a envoyé ça, il s'en fout, il ne regarde pas ce qui s'est passé. Il les a envoyés. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est un périphérique de type bloc. On envoie des blocs de données d'un coup. Et après, le disque dur, avec son logiciel, va écrire les données comme il voudra. Mais nous, de notre côté, du côté système, on dit que c'est un périphérique de type bloc qui va envoyer d'un coup plein de choses. Le caractère, c'est un à un. D'accord? Quand je bouge ma souris, je n'ai pas besoin de connaître ses coordonnées. Je n'ai pas besoin de retenir ce genre de truc. J'ai besoin de savoir si elle va dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Monsieur, c'était quoi le nom que vous tapez pour afficher ça? Ouais. Je vais te dire ça tout de suite. Ce que j'ai fait ça. ls-l. Alors moi j'ai ce qu'on appelle un alias. ls-l dev. Donc, on a vu les fichiers blocs, les fichiers, les périphériques de type bloc, de type caractère, on a vu les liens. On les a peut-être pas assez vus, mais on va les voir ici tout de suite. Regardons un exemple. J'ai fait un ls-l de slash, de la racine. À la racine, qu'est-ce que je vois? Des répertoires, des répertoires, des répertoires. Je vois des L. C'est un lien. SB, c'est un répertoire qui est en fait le nom d'un lien qui pointe sur un réel répertoire qui est user SB. Ça, c'est là où il y a les commandes SB. Et ça, c'est un lien qui pointe vers. C'est un raccourci, si vous voulez. Vous voyez ici, VM Linux pointe sur le répertoire boot où il y a VM Linux dedans. Ça, c'est le réel fichier, ça, c'est le lien. Ça, c'est bon, ça, c'est un ancien, puisque il y a un all devant, ainsi de suite. Donc, on voit ici des liens symboliques. Les liens symboliques, ça veut dire, symboliquement, c'est un lien. On ne va pas chercher plus loin, on sait que c'est un raccourci de fichier, si vous voulez. Ok, c'est bon? On le voit, le lien symbolique. C'est important de bien comprendre ça. Le lien symbolique, on le voit physiquement sur la machine. Tandis que le lien dur, on ne le voit pas.
Donc maintenant, je vais créer un fichier dans mon répertoire test que j'appelle essai.txt. Je fais un ls dessus. Voilà les droits par défaut que j'ai. Ok? Read, write, rien, read, rien, read, rien. D'accord? Donc, l'utilisateur a le droit d'écrire et de lire le fichier. Le groupe a le droit de lire. Et les autres aussi. D'accord? C'est bon? J'ai envie de changer ces droits-là. Il se trouve que c'est de l'octal. Donc, je vais d'abord faire la notation symbolique. Ce sera plus simple. Change mode. CH mode. U. Je vais rajouter pour U les droits X. Droit en exécution. Donc, user plus X du fichier. Donc, je vais me retrouver avec read, write, execute, a priori. Ça vous paraît logique? Le droit en exécution. Non, mais exécuter un fichier texte. Non, mais c'est pour l'exemple. Pour les... Merci. C'est pour l'exemple. Ce sera pour les fichiers. On voit bien que le droit X a été rajouté. C'est bon? Maintenant, je vais faire pareil pour le groupe, si vous voulez. Alors, pour le groupe, je vais faire autre chose. Je vais faire G moins... Je vais retirer un droit. Comme ça, on va faire... J'essaie d'aller assez vite, vous voyez. Je retire le droit en lecture. Vous voyez que pour le groupe, j'ai retiré le droit en lecture. Du coup, le groupe, il voit pas le fichier du tout. On ne pourra pas le lire. Mais il voit que le fichier. Donc, le groupe, c'est pas moi, hein. C'est tous ceux qui sont dans mon groupe. Vous voyez bien la différence? Ceux qui sont dans le groupe Bruno ont des droits. Bruno n'est pas concerné, lui, dans mon exemple. Voilà. Alors, vous voyez qu'il apparaît en gras, là, maintenant. C'est le terminal qui a décidé de me montrer en gras les fichiers exécutables. Hein. OK? Je vais faire d'autres droits. Je vais faire U égale R W, non R RWX. G égale R W et je mets O pour other. Je mets X. Alors, j'essaie de faire un truc, c'est peut-être débile, mais j'essaie de faire un truc qui soit parlant. Ici, et là, c'est important de bien comprendre, ici, je positionne le droit avec le signe égal. Ça signifie que je définis que c'est RWX. C'est une décision. Je ne fais pas par rapport à ce qu'il y avait avant. C'est pas par rapport à ce qu'il y avait avant. Hein. Je définis que pour U, pour le user, je mets ça. Tandis que juste avant, regardez pour le groupe, je lui avais retiré le droit R. Vous me suivez? Vous comprenez la différence? G moins R, je lui retire R. Tandis qu'ici, je positionne les droits directement. Donc je vais avoir RWX, je vais avoir R-W et -X. Mais bon, je le vérifie toujours. Vous voyez que j'ai modifié. Donc la notation dite symbolique, elle est assez simple. Une fois qu'on sait qu'on peut ajouter et retirer des droits avec les signes plus moins, qu'on peut faire une égalité pour éviter d'avoir à se poser des questions. D'accord? Parce que si on ne sait pas quel droit il y a, on ne veut pas se dire est-ce que je dois retirer un droit, tout ça. Non, je positionne directement. Après, c'est des choix. Hein. C'est séparé par des virgules. Vous avez l'utilisateur, user, G pour le groupe et O pour les autres. Il
se trouve que c'est de l'octal. Alors si c'est de l'octal, ça signifie que vous voyez qu'il y a 3 bits, enfin 3 digits pour définir des droits. Ok? Ça va de 0, 0, 0, enfin de 0, 0, 0, 0, par exemple. Alors si je mets 0, 0, 1, je vais avoir le droit X. 0, 0, 2, je vais avoir le droit W. 0, 0, 3, je vais avoir WX. C'est de l'octal. En base 8, on compte jusqu'à 7. C'est bien 7. En base de 2. 2 puissance 0, c'est 1. 2 puissance 1, c'est 2. Donc si j'étais sûr que ça fait 3. Et 2 puissance 2, ça fait 4. 4 plus 3 égale 7. Donc le maxi, c'est 7. Après, ok? C'est là que ça va se préciser. Je fais un chmod 7, 5, 4. J'écris directement en octal. J'ai le droit ou pas? Read X W R W X R. Donc pour le premier, j'ai bien tous les droits parce que je lui ai mis chmod 7 5. 5, c'est impair. Rappelez-vous, en base 2, quand il y a quelque chose ici à l'extrême droite, ben c'est que c'est impair, sinon c'est pair, d'accord? Parce que c'est 1. C'est facile de savoir que le 5, pour le 5, ça correspond au X. Et ici, c'est 4. Le read, c'est 4. 2 puissance 0, 2 puissance 1 et 2 puissance 2, 2 fois 2, 4. C'est comme ça que je vais pouvoir positionner les droits. C'est bon? Suivez? Je sais même pas c'est quoi les trucs. Si j'y touche, mec, je peux faire une face complète. Voilà. On est obligé de savoir, genre. Enfin, comme vous l'avez dit, là, avec les digits et tout ça. Oui, mais c'est très. Quoi, les Parce symboliques? que vous avez dit, genre. Enfin, vous avez parlé de digits, d'octets, tout ça. Là. On est obligé de savoir ce côté-là ou on peut juste en tenir à. Si on sait ce que ça veut dire X, R, W, et si on sait c'est où. Non, mais si tu arrives surtout à faire chmod 7, 5, 4, Ah, ça, ouais. c'est ça, mais le reste, je m'en fous. Après, tu appelles ça comme tu veux. Parce qu'on est obligé d'apprendre les chiffres. C'est tellement plus simple. C'est plus simple. Il va falloir apprendre les chiffres. Mais c'est pas compliqué les chiffres. Tu vas jusqu'à 7. 7 c'est le maxi. 7, carton plein. T'as Ouais, tous parce les que droits. j'ai vu 7, ça donne tout. Voilà. Bon, après, tu réduis, puisque quoi, tu fais un calcul. Tu as des puissances de 2. 2 puissance 0, ça fait 1. 2 puissance 2. 2 puissance 1, ça fait 1. Ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 4. Donc, ça c'est facile, non? Ah, ouais, les puissances, c'est des droits. Genre, 7. On fait le là, c'est la mode. Juste, c'est à 15h qu'on termine, c'est ça? Juste avant qu'on se quitte, je vais vous montrer Shaun. Et puis, CTRL L, Shaun. Donc, regardez rapidement. Je veux changer le propriétaire. Route de point audio. Et le groupe. Vous voyez ici, je suis passé route, s'il vous plaît, je suis passé route pour le faire. J'ai fait un Shaun, route de point audio, le nom du fichier. Ça c'est le propriétaire, ça c'est le groupe. Et vous voyez que j'ai bien changé de propriétaire et de groupe. Je suis passé route pour le faire parce que c'est plus sûr de... Enfin bref. Donc j'ai préféré passer route pour que ce soit plus simple. Oui.
.txt, c'est audio. Oui. Et les propriétaires ont changé aussi, hein, pour la même occasion. D'accord, j'ai mis route. Voilà. Ça va? Et par exemple, Avant, il faut retourner encore 3 fois. Alors, si c'est Bruno l'utilisateur, il faut qu'il fasse partie d'un groupe, et encore, c'est même pas sûr, pour qu'il puisse changer l'appartenance du fichier à quelqu'un d'autre. Tu comprends? En haut, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Voilà, il faut qu'il ait les droits pour pouvoir le faire. Ce qui n'est pas impossible, hein.